programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, Jean-Pierre Bemba s'est prononcé sur la question de la réforme constitutionnelle. Il est favorable à sa révision, mais a semblé ignorer qu'il était plutôt question depuis un temps d'un changement définitivement. À Panzi, au centre du pays, une maladie mystérieuse a tué une centaine de personnes jusque-là. Les élus de la région sont à Kinshasa et ont rencontré le ministre de la Santé. La France est plongée dans une nouvelle crise politique après le vote de la motion de censure par les députés nationaux. Michel Barnier présente sa démission et Emmanuel Macron, lui, s'adressera à la nation ce soir à partir de 20h. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État est de retour au pays depuis hier soir après un voyage de quelques heures à Lobito en Angola. Ce déplacement était le énième qu'il a effectué en moins de 10 jours. Félix Tshisekedi a pris au moins 7 fois l'avion depuis le 26 novembre alors qu'il avait connu un problème de santé dans le courant de cette année. Les médias ont loué l'endurance du chef de l'État qui est sur tous les fronts concernant les problèmes des Congolais. C'est une semaine époustouflante pour Félix Tshisekedi qui n'a pas eu droit au repos depuis le 26 novembre dernier. Une course contre la montre comme lors de la campagne électorale. Félix Tshisekedi est en pleine forme et a parcouru des milliers de kilomètres du sud au nord et à l'ouest de la République. Un seul objectif, résoudre les problèmes des Congolais. Pendant ces 10 jours d'itinérance, le chef de l'État a abordé les questions d'ordre socio-économique, sécuritaire, de santé, sportif, voire diplomatique. C'est le président à tout faire. En une journée, il est capable de faire 2 activités distinctes à 2000 km de distance chacune. Le mardi 26 novembre, par exemple, il lance le congrès des neurochirurgiens en Afrique à 11h à l'hôtel Fleuve Congo. Puis au coucher du soleil, le même jour, il tient un meeting au terrain Maendeleo à Kalemi. Le jour suivant, soit le 27 novembre, il ouvre la conférence des gouverneurs et dans la même journée, il inaugure un centre de santé et visite des chantiers. Le jeudi 28 novembre, il préside en sa qualité de commandant suprême des forces armées congolaises le Conseil provincial de sécurité élargi du Tanganyika, accorde des audiences aux chefs traditionnels ainsi qu'aux étudiants. Le vendredi 29 novembre, il préside la réunion de Conseil des ministres, donne des véhicules aux administrateurs locaux, puis clôture la conférence des gouverneurs. Le lendemain, le samedi, il accorde des dernières audiences aux députés et sénateurs de Kalemi avant d'embarquer avec son épouse pour Isiro, au Haut-Ouélé, dans le nord du pays. Félix Tshisekedi tient là un meeting devant une foule venue en masse au carrefour de la Poste. Le dimanche, il est déjà à Bouta dans le Bas-Ouélé où il tient un autre meeting populaire au stade de la ville devant une foule immense. Une visite certes éclair mais très importante pour les habitants de l'une des provinces les plus négligées du pays. Sa visite en province se termine par la célébration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Anouarité. Une fois le cap mis sur Kinshasa, Félix Tshisekedi multiplie les rencontres. Il participe à la conférence organisée par les femmes d'exception du Congo à l'hôtel du Fleuve, digne avec les enfants déplacés de guerre et prend part au match pour la paix au stade des Martyrs. Une journée de mardi exceptionnelle et contre toute attente, Félix Tshisekedi reprend le mercredi son bâton de pèlerin pour Lobito aux côtés de Joe Biden. De retour d'Angola, le chef de l'État a in extremis participé au dernier match de la RDC à la CAN Handball. Et dans l'actualité, Jean-Pierre Bemba contre l'idée sombre, dit-il, du changement de la Constitution. Seule la révision est prévue par la Constitution, une révision limitée à certaines dispositions, a-t-il dit hier lors d'une interview radiophonique. L'un des membres importants de l'Union sacrée des nations qui se prononçait pour la première fois sur la question vient de relancer le débat à ce sujet. Commentaire de Benjamin Moudiata.
Le débat autour du changement et de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo divise profondément les acteurs politiques, les membres de la société civile et même certains leaders religieux. 3 positions principales se dégagent, ceux qui soutiennent un changement complet, ceux qui préconisent une simple révision et ceux qui s'opposent à toute modification. Et le projet de changement, lui, tant prôné par le président Félix Tshisekedi, est appuyé constamment par le secrétaire général de son parti politique UDPS, Augustin Kabouya, semble ni ne plaire aux opposants ni à quelques membres du présidium de l'Union sacrée de la nation, à l'instar de Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre en charge de transport et voies de communication. Pour lui, la révision peut passer car prévue par la loi, mais ne se prononce pas en termes de changement tel que le disent le président Tshisekedi et Augustin Kabouya. Révision ou changement, attention. On parle de quoi, la révision du changement? Là, pour l'instant, on parle de la révision de la Constitution. Pas du changement. Mais qui a parlé du changement? On parle de révision de la Constitution. Augustin Kabouya, membre du présidium. Bon, je veux dire, vous lui poserez la question là-dessus. Mais ce qui est autorisé, je veux dire, de la Constitution, et qui est prévu de la Constitution, c'est la révision. Les principaux opposants politiques, parmi lesquels Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Denis Mukwege et Délice Sanga, dénoncent ce projet comme une tentative de prolonger illégalement le mandat présidentiel. Cette position est partagée par plusieurs organisations de la société civile qui expriment leur inquiétude quant à une possible dérive autoritaire. Par ailleurs, de nombreuses voix, comme celle du mouvement citoyen Lucha, estiment que ce projet arrive à un moment inopportun. Elles soulignent que le pays fait face à des crises sécuritaires et économiques urgentes qui devraient être prioritaires avant toute initiative de modification constitutionnelle. Et le tribunal de garnison de Ngaliema a ouvert mercredi une série d'audiences foraines contre 83 membres des gangs violents communément appelés Kuluna. Présent à ce procès, le ministre de la Justice estime que ces audiences marquent une étape cruciale dans la lutte contre l'insécurité urbaine. Présidé par le tribunal des garnisons de Ngaliema en présence du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux Constant Mutamba, cette initiative démontre la détermination des autorités congolaises à restaurer la paix et la sécurité dans les quartiers gangrénés par les banditismes. Constant Mutamba a souligné l'importance de ces audiences comme outil de dissuasion et de justice de proximité. Ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre société. Après la condamnation, nous serons immédiatement transférés dans les prisons de haute sécurité. Et c'est à partir déjà de ce week-end. Nous avons choisi quelques prisons, dont celle de Angenga. Nous prenons déjà toutes les dispositions logistiques nécessaires pour les évacuer tous à l'intérieur. Les audiences foraines, une méthode judiciaire souvent employée en RDC, vise à accélérer les traitements des dossiers tout en sensibilisant les communautés locales aux conséquences des actes criminels. Des dizaines de dossiers sont inscrits au rôle de ces audiences et les accusés arrêtés au cours des récents coups de filet des forces de sécurité devront répondre de leurs actes devant la justice militaire. Le lancement de ces audiences foraines marque un tournant dans la lutte contre la criminalité urbaine à Kinshasa en renforçant le rôle de la justice militaire et en traduisant en acte la volonté gouvernementale de sécuriser les citoyens. La série d'audiences devrait se poursuivre dans les jours à venir dans un effort concerté pour juger rapidement et équitablement les individus impliqués dans ces violences. Toujours dans le domaine de la justice, il a été lancé hier la campagne nationale de sensibilisation et des formations des magistrats sur l'éthique, la déontologie, la procédure disciplinaire et la lutte contre la corruption. Placée sous le haut patronage du chef de l'État Félix Tshisekedi, cette initiative a pour but de renforcer l'intégrité, la transparence au sein de l'appareil judiciaire. La cérémonie a été couplée à la présentation du guide professionnel du magistrat congolais. La salle d'audience de la Cour des cassations a servi des cadres au lancement de la campagne nationale de sensibilisation et des formations des magistrats. Une activité qui vise à promouvoir l'éthique, la déontologie professionnelle, la lutte contre la corruption et la maîtrise de la procédure disciplinaire. Au cœur de cette cérémonie, la présentation du guide pratique disciplinaire des magistrats, un outil clé de 197 pages élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature, CSM. Préfacé par Dieudonné Kemoulita,
président de la Cour constitutionnelle et du CSM. Ce guide décrit en détail la procédure disciplinaire de la commission des fautes à l'exécution des décisions de la chambre disciplinaire. Cette activité s'inscrit dans le cadre de moraliser un peu le corps pour que nous puissions répondre effectivement à la demande du chef de l'État qui voudrait que le magistrat change, que le magistrat soit l'acteur principal de l'état de droit. Pour Dieudonné Kamoulita, la publication de cet ouvrage répond aux attentes exprimées par le chef de l'État en matière de justice. Il invite par ailleurs les magistrats à bannir les antivaleurs pour redorer l'image de cet appareil judiciaire en lui donnant sa crédibilité. Prenant toute la mesure de ces déclarations solennelles, teintées de gravité du premier des citoyens congolais, le Conseil supérieur de la magistrature réunit ce jour pour lancer un appel au bannissement des pratiques corruptives au sein de la magistrature et rappeler que tout magistrat qui a accepté de faire carrière au sein de ce corps d'élite doit peser la charge et l'attente de toute la nation dans son ministère et dans le service qu'il rendra. Téné, débutée à Kinshasa, cette campagne va s'étendre dans toutes les juridictions. Moment fort de la cérémonie, la remise du guide à l'assistance. Cet outil sera distribué gratuitement à tous les magistrats et mis à disposition dans les bibliothèques de cours et tribunaux. Il permettra à la Chambre de discipline d'exercer pleinement ses missions et de guider le pouvoir judiciaire dans ses actions. Un pas important pour redorer les blasons de la justice. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a reçu un collectif des jeunes dénommé Goma Actif. L'objectif est de solliciter l'accompagnement de la ministre dans la prise en charge des enfants de camp de Goma. Jean-David Kilolo pour le commentaire. Goma Actif, un collectif des jeunes apolitiques et laïcs vivant dans la capitale du Nord Kivu, a, sur demande du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, été reçu par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Nous avons été reçus par le chef de l'État, le président de la République, c'était hier, et où nous lui avons remis la note de plaidoyer en faveur des enfants qui souffrent, qui sont dans le camp des déplacés. Et c'est le président de la République qui nous a directement mis en contact avec la ministre des Affaires sociales, Excellence Madame Aziza Mounana. Et c'est avec elle, nous venons de parler en long et en large. Nous avons aussi bénéficié de son expérience, de ses conseils, et ensemble nous avons discuté à cœur ouvert sur les problèmes qui touchent ces enfants-là qui souffrent. Et nous sommes très contents parce qu'elle nous a écoutés et elle nous a promis qu'elle pourra aussi nous accompagner. Ces jeunes sont venus plaider les cas des enfants des déplacés dans différents camps de Goma et se dit satisfait de l'attention soutenue accordée par Nathalie Aziza Mounana. Ce plaidoyer consiste à demander au gouvernement, aux décideurs, de se souvenir de ces enfants-là qui sont dans des camps, dans des conditions inhumaines. Chaque jour, un geste d'amour, solidarité pour le Congo et les slogans du collectif Goma Actif. Toujours attentive, Nathalie Aziza Mounana se dit prête à accompagner toute initiative allant dans le sens du bien-être social. Et cela fait plus d'une semaine qu'une maladie d'origine inconnue et un peu mystérieuse fait des ravages au Congo, précisément dans la zone de santé de Panzi. Pas moins de 100 personnes en sont déjà décédées. Le gouvernement provincial a alerté plusieurs fois. Cette fois, ce sont les élus provinciaux qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Ils ont été reçus par le ministre de la Santé qui leur a donné des assurances. Leur province brûle. D'un côté, l'insécurité qui la guette et de l'autre côté, une maladie d'origine mystérieuse qui décime la population. Les élus provinciaux ont quitté le Congo pour une rencontre avec le gouvernement national. Ils ont été reçus mercredi à l'hôtel du gouvernement par le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba. Officiellement, ces députés sont en mission d'évaluation. Nous avons voulu porter l'information sur cette épidémie auprès de son Excellence, parce qu'il n'a pas hésité un seul instant à répondre aux desiderata de députés.
et on lui a soumis les dossiers par rapport aux informations reçues de la base et il nous a rassuré en ce moment précis que les équipes de techniciens du ministère sont déjà sur place à Panzi. Ils vont procéder déjà au prélèvement des échantillons afin que des solutions appropriées soient apportées et surtout pour arrêter cette épidémie. Le ministre de la Santé a affirmé que des équipes médicales spécialisées ont été déjà déployées sur place pour identifier la maladie. Cette visite marque une étape importante dans la prise en charge de cette crise sanitaire et témoigne de la volonté des autorités à répondre rapidement et efficacement à la situation. Et dans la province d'à côté, la santé publique au Kwilu semble s'améliorer avec l'inauguration tant attendue du laboratoire réhabilité de l'hôpital général de référence de Kikwit Nord, financé par la Banque mondiale via le programme REDIS en partenariat avec UGPDSS et Innovier. Ce laboratoire inauguré par le gouverneur intérimaire Jean Malo marque un tournant significatif dans l'accès à des analyses médicales locales de grande qualité. Pareil. Donc ils sont désormais équipés d'automates et beaucoup d'autres équipements et matériels de haute technologie, marquant ainsi un bond en avant pour nos capacités de diagnostic. Cet événement marque une étape importante pour le système de la santé locale qui bénéficiera désormais d'une capacité d'analyse des échantillons ainsi que d'une détection rapide de maladies et épidémies. Réhabilité par le programme REDIS, projet du gouvernement financé par la Banque mondiale à travers UGPDSS en partenariat avec Innovi, le nouveau laboratoire de l'hôpital général de référence de Kikwit Nord a été inauguré par le gouverneur AI Jean Malo. Au cours de cette cérémonie, Dr Michel Mouvouti, représentant de la Banque mondiale, a remis le clé du laboratoire HV au Dr Baudouin Makouma, représentant de l'UGPDSS, qui les a remis ensuite au gouvernement AI de province. Dans la mesure où ce projet a été initié par le gouvernement et d'ailleurs nous sommes très contents d'avoir reçu l'invitation de son Excellence Monsieur le gouverneur de province qui voulait absolument qu'on soit là. Et nous sommes venus, vous avez vu, nous avons visité l'infrastructure. Il l'a dit, pour nous c'est une grande satisfaction de voir que finalement on n'est pas seulement dans l'amélioration de la qualité de l'offre, mais aussi la province veut discuter sur l'accès financier de ces populations à ce laboratoire. Parce que vous le savez, je répète encore une fois de plus, tout ceci sont des investissements qui cadrent avec la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État. De son côté, le gouverneur intérimaire a exprimé sa satisfaction car ces différents laboratoires viennent résoudre un grand problème de santé dans la province du Kwilu. La qualité du matériel, l'avancée, la présence de l'intelligence artificielle au service de la santé, ça m'a beaucoup réjoui. Parce que souvent nous allons ailleurs pour passer des examens, parfois trop chers, et vous prenez l'avion, mais si on peut retrouver aujourd'hui ces mêmes appareils pour passer des examens avec une certitude au moins allant de plus de 70%, en tout cas ça m'a beaucoup réjoui de voir ça dans notre province, dans la ville de Kikwit. Il s'est de noter que, le jour suivant, le numéro 1 de l'exécutif provincial a également inauguré le nouveau laboratoire de l'hôpital général de référence de Massango, construit grâce au REDIS 4, projet du gouvernement, financé toujours par la Banque mondiale. Dans le Nord Kivu à présent, cité dans une affaire d'expoliation des parcelles de l'État et des particuliers dans la ville de Goma, Otto Baïzi et Muhiro Mushagalusha Jean-Claude dénoncent une manipulation de toutes les 19 familles ayant saisi le procureur général près la cour d'appel de Goma pour leur arrestation. Dans une mise au point qu'ils ont faite, ces derniers, cités sur nos antennes le mardi dernier, disent être les vrais propriétaires de ces deux terrains et de ces terrains plutôt en conflit à Goma et possèdent des vrais arrêtés acquis en toute légalité. Patio Kavundama revient sur ce dossier. Dans une mise au point faite par Otto Baïzi et Jonathan Miruo Mushagalusha, ces deux personnalités, accusées par 19 familles sur avenue La Frontière au quartier Katindo en ville de Goma, d'utiliser des faux arrêtés pour se réclamer propriétaires de certains terrains, ils rejettent en bloc
toutes les accusations portées sur eux. Je ne vois pas pourquoi des citoyens lambda peuvent être instrumentalisés de la sorte pour faire du bruit, pour faire du tapage dans une ville. Alors c'est des faux fuyants. Donc lorsque on a un dossier qui est devant la justice, je crois que c'est à la justice de dire ce qu'il y a utile. Mais je connais tous les commanditaires qui sont derrière ces dossiers, ces gens-là de Goma qui sont toujours en train de rechercher, etc., qui ont instrumentalisé Patrick Mundeke. Je connais ce gars. Est-il qu'il a instrumentalisé, payé pour faire ce genre de choses, de reportage, etc. Pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement parce que tout est pendant devant la justice. Déjà premier, second degré, nous avons les arrêts. Monsieur Jonathan, qui est bénéficiaire de cette portion-là, a même déjà des titres de propriété sur les lieux. Et donc, je ne vois pas où ils veulent en venir parce que, bon, dire qu'ils demandent une arrestation, ils demandent ceci, mais ça, c'est mal connaître la justice, comment elle fonctionne. J'ai devant moi ici tous les jugements, les arrêts et tous les documents relatifs à la parcelle. Même les décisions du ministre de l'urbanisme et l'habitat et le secrétaire général avaient été requis par la justice de Goma et ils avaient répondu en leur temps pour dire que bon voilà. Et ceux qui disent qu'on a spolié leur parcelle et tout ça, écoutez, s'ils n'ont pas où aller ailleurs, écoutez, qu'ils cherchent peut-être des espaces sur le lac. Contacté aussi pour sa part, Jonathan Mirouo souligne être bénéficiaire d'un acte de cession. C'est donc à la justice congolaise de départager les deux parties en conflit. L'actualité en Afrique à présent au Sénégal, 268 médias sont en situation irrégulière et sont fermés selon le ministre de la Communication et Médias Alioune Sall qui indique que la décision vise à assainir le secteur médiatique luttant également contre la désinformation. Cette mesure continue de susciter des vives réactions au pays. Sarah Tanguy et Héritier Ntamboa nous en disent plus. Selon le ministère de la Communication sénégalaise, seuls 112 des 380 médias enregistrés sur la plateforme Déclaration Média au Sénégal, DMS en abrégé, respectent les normes en vigueur. Il y a donc 10 chaînes de télévision, 14 journaux, 17 radios, 10 radios communautaires, 6 web TV et 54 médias de presse en ligne. Cela représente 29% des organes de presse, alors que 71% des médias, soit 268 organes, sont en situation irrégulière. Pour Alioune Sall, ministre de la Communication sénégalaise, qui mentionne que la décision n'exclut pas certains médias proches du pouvoir comme les Web TV, l'initiative vise à lutter contre la désinformation et les discours de haine. Plusieurs sources rapportent que cette décision portant régulation des médias a provoqué un vif débat au pays, signalant que les médias recalés ont jusqu'à vendredi pour se mettre en conformité avec le code de la presse et redéposer leur dossier auprès du ministère des tutelles. En France, l'Assemblée nationale a adopté la motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier, un acte inédit depuis 1962. Ce dernier a présenté sa démission au président Emmanuel Macron qui, lui, va s'exprimer à 20h de ce jour aux Français. Le Premier ministre français Michel Barnier a présenté la démission de son gouvernement au président Emmanuel Macron ce jeudi à l'Élysée. Ceci intervient au lendemain d'une motion de censure historique votée par les députés à l'Assemblée nationale qui a fait chuter mercredi le gouvernement de Michel Barnier. Un geste inédit depuis 1962 qui plonge le pays dans une période de forte incertitude politique et financière 6 mois après la dissolution. Le gouvernement, qui avait engagé sa responsabilité lundi en vertu de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, pour faire adopter son vote, le budget de la sécurité sociale a été renversé par 331 députés. Le Rassemblement national ayant fait le choix de voter la motion de censure déposée par la gauche. La motion de censure avait été déposée par le Nouveau Front populaire. Après seulement 3 mois passés à Matignon, Michel Barnier devient le Premier ministre le plus éphémère de la République. Le président français Emmanuel Macron doit s'exprimer ce jeudi dans la soirée. Emmanuel Macron souhaiterait donc nommer un Premier ministre en 24 heures. Et c'est dans ce contexte politique chaotique que la fonction publique maintient son appel à la grève et à la mobilisation ce jeudi. Seront notamment mobilisés le secteur de l'éducation, l'énergie, la santé et l'aviation civile.
En Coupe d'Afrique des Nations pour terminer, Coupe d'Afrique des Nations de handball, pas de demi-finale et de qualification à la Coupe du Monde pour les Léopards dames battus par les Égyptiennes au bout du bout sur score de 23-22. Dans un match âprement disputé, les Congolaises vont tomber armes à la main devant leur public et tout s'est joué dans les dernières secondes du match, comme nous le dit ici Christian Bokaya. C'est un coup d'arrêt inattendu pour les Léopards dames dans cette Coupe d'Afrique des Nations de handball. Les Fauves, qui ne juraient que sur leur qualification en demi-finale, synonyme de la qualification mondiale 2025, ont vu leur rêve s'arrêter face aux Égyptiennes qui se sont imposées in extremis 23-22. Dans le scénario de ce match, les Léopards ont laissé l'initiative du jeu à l'adversaire. Conséquence, elles vont courir derrière les scores jusqu'au bout et malheureusement, pour la team congolaise, Cécilia, la gardienne de but, ne sera pas dans son match pour contraindre les assauts des Pharaons. Déçu, forcément très déçu. Déçu pour d'abord pour les joueuses parce qu'elles se sont beaucoup investies depuis de nombreux mois maintenant. Voilà, c'est une aventure qui est difficile. C'est une aventure qui est difficile, qui a une longue préparation et forcément déçu pour elles parce qu'elles se sont donné vraiment corps et âme pour cette équipe. Et puis déçu pour tout le monde, pour la fédération qui a porté le projet, pour le peuple congolais qui nous a poussés jusqu'au bout. Christiane Moissessa et Mélissa Agathe ont essayé de dodéliner de la tête pour renverser la vapeur. Sans succès, la machine à Clément Machi ne réussira pas à surmonter la pyramide alors qu'elle avait la balle de match à 9 secondes de la fin et va commettre l'erreur de tenter un tir, oubliant qu'elle peut s'exposer à une contre-attaque en cas de raté. Contre toute attente, l'Égypte va clouer au pilori la RDC en marquant le 23e but à la toute dernière seconde du match. Le marqueur indique 23-22. La RDC éliminée, le public ébahi quitte les gymnases angoissés. La RDC est éliminée de sa CAN, mais la fête continue. En demi-finale ce vendredi, l'Égypte affrontera l'Angola et la Tunisie va croiser la Guinée. Triste élimination pour les Léopards CAN Handball. Place au rappel des titres à présent. Jean-Pierre Bemba s'est prononcé sur la question de la réforme constitutionnelle. Il est favorable à sa révision, mais a semblé ignorer qu'il était plutôt question depuis un temps d'un changement définitivement. À Panzi, une maladie mystérieuse a tué une centaine de personnes déjà. Les élus de la région sont à Kinshasa et ont rencontré le ministre de la Santé. La France est plongée dans une nouvelle crise après le vote de la motion de censure par les députés nationaux. Michel Barnier présente sa démission. Emmanuel Macron, lui, s'adressera à la nation ce soir à 20h. Nous lirons les journaux avec Moïse Chamala. Restez avec nous pour découvrir la revue de presse. J'accueille donc à présent Moïse Chamala pour la revue de presse. Moïse, bienvenue à toi, bonjour. Merci Gaëtan, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Corridor de Lobito, un levier économique et politique. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouronzi, hier, les discussions au cœur de la rencontre entre Félix Tshisekedi, Joao Lourenço et deux autres présidents africains étaient sur ces corridors. Juste après son retour à Kinshasa, Félix Tshisekedi s'est envolé pour l'Angola et ainsi, Forum des As nous en parle avec ses titres à sa une. Corridor de Lobito, Fachi à Joe Biden, paix et sécurité sont essentiels pour les succès du projet. Gaëtan Kouba-Bouronzi, le président Félix Tshisekedi a passé un message clair à son homologue américain Joe Biden qu'il a rencontré à Lobito en Angola. Fachi a insisté sur l'importance qui revêt la sécurité pour la réussite de ces projets structurants qui rallient son pays à l'Angola. Les premiers citoyens congolais a dit à haute et intelligible voix à Joe Biden qui est pour libérer pleinement les potentiels du corridor de Lobito, la paix et la sécurité dans toute la région restent primordiales. Pour Tempête des Tropiques, Gaëtan Kouba-Bouronzi, le président Félix Tshisekedi a salué cette initiative qu'il considère comme une pierre angulaire pour le développement économique et la stabilité régionale avec la promesse de créer plus
de 30 000 emplois directs et indirects et de réduire les temps des transits des marchandises des 30 à 10 jours. Gaëtan, ces corridors s'annoncent comme un véritable catalyseur des croissances, rapporte Tempête des Tropiques. Les journaux, lui, en parlent de cette manière. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique d'intégration régionale visant à transformer les économies de la RDC, de l'Angola et de la Zambie. Gaëtan, en marge de cette rencontre, le président congolais a tenu une réunion bilatérale avec Joe Biden où les partenariats privilégiés entre la RDC et les États-Unis étaient au cœur des discussions. La justice a également occupé les gros titres. Effectivement, avec 2 titres. D'abord, ces dossiers ANR, ces dossiers du viol à l'ANR opposant l'influenceuse Dissochoa et le journaliste Jacques Ndala à la une de Radio Okapi. Il est écrit: présumé viol à l'ANR, 8 ans de prison requis contre l'influenceuse Denise Dissochoa. Gaëtan Kouba-Bouranzi, selon Radio Okapi, 8 ans de prison ont été requis contre l'influenceuse Denise Dissochoa Mukendi pour des accusations de faux bruits, faux en écriture et injures publiques. Gaëtan Kouba-Bouranzi, dans ces dossiers, la surprise est que la partie civile, celle de Jacques Ndala, a retiré sa plainte. De l'autre côté, on en parle de la justice avec ces titres qui ont occupé les médias, les journaux, écriture, dernières heures, Zéro Kuluna, Mutamba lance l'opération à Kinshasa. Eh bien, Gaëtan Kouba-Bouranzi, toujours en justice, les journaux informent de l'ouverture d'une série d'audiences publiques pour juger les membres des Kuluna, ces bandits urbains qui sèment insécurité à Kinshasa. Ces audiences tenues au camp des Galima marquent un tournant dans la lutte contre la criminalité à Kinshasa. Et pour terminer, censure du gouvernement Barnier, Emmanuel Macron, seul face à la quadrature du cercle. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'est à la une du média français RFI. Gaëtan Kouba-Bouranzi, il est écrit: France, censure du gouvernement des Barnier, Emmanuel Macron, seul face à la quadrature du cercle. Eh bien, Gaëtan, au lendemain d'une censure, plutôt historique, Michel Barnier présente ce jeudi sa démission à Emmanuel Macron qui va s'exprimer à 20h à la télévision pour tenter de fixer un cap alors que s'ouvre une période politique d'une rare incertitude après la dissolution du Parlement. Merci Moïse Yamala pour tous ces titres. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal. C'est par ici qu'il se referme. L'actualité est en continu sur Télé 50, votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.